l'émission des bitcoins est contrôlée par un protocole informatique qui va définir précisément la quantité totale de bitcoins qui seront jamais créés, 21 millions, et la vitesse à laquelle ils seront générés. Alors comment ça marche exactement? Eh bien, de nouveaux bitcoins sont générés à chaque fois qu'un ordinateur identifie la solution à un problème informatique dont la difficulté augmente au fur et à mesure que le réseau grandit. C'est-à-dire que plus les gens investissent de ressources dans le réseau, plus la difficulté de ce problème augmente et plus il devient donc difficile de générer de nouveaux bitcoins. Et ce problème informatique, il est semblable à celui de trouver la combinaison d'un cadenas. Il faut essayer toutes les possibilités afin de trouver la bonne combinaison. Et une fois qu'elle est trouvée, c'est très facile pour les autres de vérifier qu'elle est effectivement correcte. Et donc, le système va moduler la difficulté de ce problème informatique afin de s'assurer que de nouveaux bitcoins sont générés en moyenne toutes les 10 minutes. Et plus le temps passe, plus la quantité de bitcoins générés diminue, jusqu'à ce qu'on arrive au nombre total de 21 millions. Donc aujourd'hui, il y a un peu plus de 15 millions de bitcoins en circulation dans le monde, et il en reste un peu moins de 6 millions à trouver. Alors, vous allez sûrement vous demander, puisqu'il s'agit d'une monnaie virtuelle, comment peut-on s'assurer que les utilisateurs de Bitcoin ne vont pas reproduire ou multiplier leur argent un peu comme ils peuvent reproduire des fichiers numériques? Comment peut-on faire confiance à cette technologie? Eh bien, il s'avère que le réseau Bitcoin part du principe que tout le monde est un escroc. Il s'appuie donc sur une technologie qui élimine complètement la notion de confiance et qui la remplace par un système fondé sur la preuve. C'est donc ce qu'on appelle un système trustless. Donc, au lieu de confier à un opérateur centralisé la tâche d'autoriser les transactions, avec Bitcoin, l'historique de toutes les transactions est détenu en sa totalité par tous les membres du réseau qui participent tous à la vérification et à la validation de ces transactions. Et c'est le fait qu'elles sont partagées en réseau qui les rend infalsifiables. Puisque si quelqu'un essaie de modifier même l'une seule de ces transactions, la fraude sera immédiatement détectée par tous les membres du réseau. Et une fois qu'elles ont été validées, ces transactions sont enregistrées de façon chronologique au sein d'un bloc de transactions qui incorpore une référence au bloc précédent. Et cette référence, elle fait partie du même problème informatique dont je vous ai déjà parlé. C'est-à-dire que la seule façon de valider des transactions sur la blockchain, c'est de trouver la bonne combinaison qui va permettre au système d'attacher un nouveau bloc de transactions à la chaîne de blocs précédents. La blockchain, ce n'est donc en fait qu'une longue chaîne de transactions qui se référencient les unes les autres. Et plus longue est cette chaîne, plus grande sera la sécurité du réseau, puisque la modification d'une seule de ces transactions va invalider la référence au bloc précédent, ce qui va inévitablement briser la chaîne. Alors, dans sa définition la plus brute, la blockchain peut être assimilée à un cadastre décentralisé, certifié et incorruptible. Une fois qu'une information est enregistrée sur la blockchain, sa source en est certifiée et l'information ne peut plus être modifiée ni effacée. La blockchain peut donc être utilisée pour certifier ou pour authentifier des documents, mais aussi pour enregistrer des données dont l'intégrité doit absolument être préservée. Et des applications dans ce sens existent déjà. Le Ghana, par exemple, est en train de mettre en place un cadastre foncier fondé sur la blockchain, et l'Estonie utilise déjà cette technologie afin de fournir des services de notarisation à tous ses résidents électroniques. Mais la vraie révolution, c'est qu'on peut désormais développer des logiciels ou des applications qui vont tourner de façon autonome sur la blockchain. Il existe déjà, par exemple, de nombreux jeux d'hasard ou des casinos en ligne qui vont gérer les mises de façon automatisée sans qu'il n'y ait aucune maison derrière les coulisses. Et ces applications échappent évidemment aux droits des États puisqu'elles ne sont administrées par personne, que par du code et des opérations mathématiques. Mais il existe aussi, bien sûr, des applications beaucoup plus légitimes. Des réseaux sociaux, tels que Facebook, mais sans Facebook. Des places de marché décentralisées, telles que eBay, mais sans eBay.
ou encore des plateformes de covoiturage entre pairs, un peu comme Uber, mais sans Uber. C'est le cas notamment de Lazos ou de Arcade City. Et ça veut dire qu'en fait, on peut désormais créer non seulement des applications, mais aussi des organisations décentralisées sur la blockchain. Plus besoin de directeur, ni de PDG, ni même de structure hiérarchique, puisque ces organisations sont administrées de manière collective par l'ensemble des membres qui interagissent sur la blockchain. Alors, vous l'avez sûrement déjà tous compris, le potentiel de cette technologie pour les entreprises est énorme. Tout simplement car il permet aux organisations d'expérimenter avec des nouveaux modèles d'organisation qui sont fondés sur une approche beaucoup plus ouverte et collaborative, inspirée du modèle open source. Au lieu de lancer des startups, on peut désormais mettre en place des organisations décentralisées permettant aux gens dans le monde entier de participer à la réalisation d'un bien en commun. Grâce à la blockchain, il est en effet possible aujourd'hui pour des individus qui ne se font pas confiance ou pour des organisations qui sont en compétition de coopérer à la création d'un bien en commun, tout en s'assurant que lorsque ce bien sera commercialisé, chacun sera récompensé de manière proportionnelle à sa contribution. Et c'est donc ce qu'on appelle le modèle de la coopétition, qui est un modèle hybride entre la coopération et la compétition. Alors prenons l'exemple de la création d'une plateforme numérique qui nécessite de la contribution de plusieurs personnes avec des expertises différentes. Au lieu de recruter au sein d'une seule entreprise la totalité de cette expertise, avec la blockchain, n'importe qui va pouvoir contribuer à la réalisation de cette plateforme et devenir ainsi un partenaire, voire même un actionnaire de cette organisation. Il s'agit donc là d'une nouvelle forme de crowdsourcing de nature beaucoup plus coopérative, puisque les contributeurs sont à la fois des utilisateurs et des actionnaires des plateformes auxquelles ils contribuent. Et puisqu'il n'y a plus d'intermédiaires, la valeur générée au sein de ces plateformes peut être redistribuée de façon beaucoup plus équitable entre tous ceux qui ont contribué à la production de cette valeur. La blockchain, ce n'est donc pas seulement un moyen qui permet d'automatiser ou de remplacer des interactions par le biais de cette technologie dite trustless, qui élimine le besoin de confiance. C'est aussi un moyen qui permet à des individus d'interagir directement les uns avec les autres, de se coordonner, bref, de s'autogouverner et de reprendre le contrôle sur leurs activités. On se dirige alors vers ce que j'appelle l'Internet des humains. Merci.